le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pierre Février-Desmonts. Marie-Pierre est docteure en sciences de l'éducation et spécialiste de l'éducation des adultes au bonheur. Auteure de plusieurs ouvrages sur le bonheur, elle est titulaire d'un doctorat sur le bonheur au travail. Elle a exercé des missions de service public pendant plus de 15 ans en tant qu'agent contractuel de la fonction publique, puis comme manager de structures parapubliques. Elle intervient depuis une dizaine d'années comme formatrice consultante pour la fonction publique, notamment territoriale, sur des sujets tels que le bien-être au travail, l'innovation managériale et le développement de la créativité des équipes. Je vous souhaite une belle écoute. Tu vas bien ? Très très bien, merci. Ici c'est ensoleillé dans les Landes, donc voilà, donc ça fait du bien. Oui, c'était notre petite discussion avant de commencer le live. On parlait météorologie et quel était le climat plus sympathique entre la Bretagne et les Landes. Et visiblement, c'est les Landes, selon toi, qui remportent haut la main. Ouais, au niveau du climat, ouais, c'est clair. Alors, je sais qu'il y a forcément des gens qui ne te connaissent pas. Et un peu comme d'habitude, quand je commence comme ça les lives, je laisse notre invité se présenter. Donc, je le disais en aparté, nous, on s'est rencontrés pour la première fois quand je réalisais le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Pour moi, tu faisais partie des personnes incontournables qu'il fallait que je rencontre parce que tu as un doctorat en bonheur, si je me trompe pas, c'est ça. Donc, c'était énorme, en fait, pour moi. Et donc, voilà, je te laisse te présenter. Ouais. Alors, donc, effectivement, donc là, je suis formatrice. C'est comme ça que je me présente. Mon métier principal, c'est de faire de la formation des adultes. Donc, depuis quelques années, une dizaine d'années. Bien que j'ai commencé, je pourrais faire un petit retour historique parce que j'ai commencé par la formation adulte dans ma carrière professionnelle. Après, j'ai fait tout un tas d'autres choses. Après, je suis revenue à la formation adulte, mais pas du tout le même type de formation. Donc ça, on pourra en reparler si besoin est. Donc je suis à mon compte depuis 2009, mais je travaille beaucoup ce qu'on dit en B2B, c'est-à-dire je fais beaucoup de prestations pour des centres de formation, des universités et des entreprises. Je fais peu de choses directement avec les particuliers. J'en ai fait un petit peu à un moment donné parce que j'avais monté des formations innovantes, sur la vocation professionnelle et d'autres choses. Mais là, j'interviens dans toute la France en fait, soit dans des entreprises, des centres de formation, des associations, des universités. Et depuis, on va dire 3-4 ans, mon client principal finalement, c'est le CNFPT, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale. Autrement dit, je forme beaucoup de cadres qui travaillent dans les collectivités de toute la France. Voilà, et on pourra reparler après de quoi je les forme. Ça a quand même un lien avec le bonheur, même si forcément la fonction publique a encore un petit peu du mal à afficher le bonheur, mais j'y arrive, j'y viens petit à petit. Voilà, je me glisse dans les petits trous. Alors, effectivement, c'est pas du tout ma formation initiale. En fait, ma formation initiale, je suis ingénieure agronome de formation initiale. Donc j'ai appris à cultiver, voilà. Et puis un peu plus tard, j'ai fait un doctorat sur le bonheur parce que justement je ne travaillais plus ni avec les agriculteurs, ça a été un petit peu de ma vie, mais voilà. J'ai travaillé beaucoup après dans tout ce qui est l'humain, l'accompagnement humain, l'accompagnement de projet, l'insertion, la reconversion, l'accompagnement de projet. J'ai beaucoup fait ces choses-là, l'accompagnement à la création d'entreprises. Et puis, après, quand justement
je voulais avoir un diplôme qui était un petit peu plus en adéquation avec ce que je faisais. De fil en aiguille, par un des chemins de traverse, je suis arrivée sur un doctorat en partenariat avec la France et le Québec. C'est ça aussi qui m'avait attirée. Et en fait, mon doctorat, il est il faut toujours choisir une discipline. Donc, la discipline, c'est de la sociologie, la psychologie. Moi, j'ai choisi les sciences de l'éducation parce que, comme je fais beaucoup de formations, là, c'était ce qui m'intéressait de continuer à être en lien avec la formation, plutôt la formation des adultes. Mais en même temps, ce qui m'intéressait en choisissant les sciences de l'éducation, c'est que c'est pas une discipline mère. C'est-à-dire que c'est une discipline scientifique qui s'appuie sur plein d'autres, et en particulier la psychologie et la sociologie, c'est-à-dire l'individu et les groupes. Et moi, je voulais pas m'enfermer dans un domaine. Et du coup, mon sujet, effectivement, le sujet que j'ai choisi, c'est l'éducation des adultes au bonheur. Donc, et pour ça, j'ai vraiment étudier le bonheur en long, en large et en travers. Voilà, c'est pour ça que le raccourci, il peut être le côté scientifique, docteur en bonheur. Moi, je me définis un peu sur mon site comme apicultrice, qui cultive le bonheur, mais ça fait un petit peu un lien entre mon côté ingénieur agro et puis mon côté bonheur. Et je cultive le bonheur, j'apprends surtout aussi aux autres à le cultiver. Donc là, je dirais pas plus que ça sur la présentation. Je vais te laisser peut-être poser des questions, tirer le fil là où tu as envie de le tirer. Là, déjà, j'ai une première question. C'est 5 ans, hein, c'est ça, un doctorat? 4 ans, là. On avait entre 4 et 6 ans pour le faire, celui-là. C'est pas forcément à temps plein, parce que quand on est adulte, j'ai fait ça avec un groupe, c'est que des adultes. Donc, c'est aménagé pour que qu'on puisse. Il y a un énorme travail perso quand tu fais un doctorat, parce que tu dois lire, analyser plein de choses qui ont été écrites. Puis après, tu dois réaliser tes propres enquêtes, tes propres études de terrain. Et moi, je m'étais dit, je le veux en 4 ans, et j'ai réussi à le faire en 4 ans. Donc 2011 à 2015. Ouais. Et tu crois que 4 ans, c'est suffisant pour étudier comme ça cette notion du bonheur qui est quand même gigantesque? Oui, parce que comment on va dire, oui et non, mais le doctorat, c'est à la fois, ça boucle quelque chose, puis c'est le départ de quelque chose. Moi, le doctorat que j'ai fait, c'est pas, j'ai expliqué pour avoir un peu un diplôme en adéquation avec ce que je faisais, mais en même temps, c'est la fin du doctorat était le départ de toute la matière à continuer. J'ai continué à la faire vivre, à la fructifier après dans ce que j'ai fait. Voilà. D'accord. Ouais, okay. Mais j'y pense, c'est de l'intensif. C'est sûr que tu te penches sur la... Et qu'est-ce que tu pourrais retenir justement de manière synthétique de ces 4 ans justement passés à étudier le bonheur? Est-ce que selon toi il y a des points qui sont ressortis du lot plus que d'autres? Alors en fait, quand on fait c'est pas le sujet que j'avais vraiment tout à fait choisi au départ. Si tu me permets, ce qui peut être intéressant, c'est d'expliquer un petit peu justement ce cheminement et ce doctorat, parce que c'est le cheminement qui m'a amené quelque part et qui m'a parce que au départ tu as une problématique quand tu fais un doctorat. Bien sûr tu veux un diplôme, mais tu as surtout une problématique qui t'interpelle, que tu voudrais comprendre. Voilà, tu voudrais mieux comprendre. Et en fait, moi, il s'avère que professionnellement, en 2011, j'accompagnais beaucoup de personnes en reconversion professionnelle, en création d'entreprise, en accompagnement de projets, et j'accompagnais des jeunes aussi, des jeunes pareil, voilà. Et ça, c'était une partie. Et je voyais qu'il y avait plein de gens qui étaient quand même en mal-être au travail. Voilà. C'était dans les accompagnements que je faisais à la fois du collectif et de l'individuel. Il y avait souvent des regroupements, et puis je voyais ce mal-être. Il y en a même quand j'étais un peu plus spécifiquement sur la création d'entreprise. Eh bien, il y en avait plein qui voulaient créer leur entreprise, mais par défaut,
pour plus retrouver le boulot dont ils avaient. Donc ça m'interpellait. Ça m'interpellait beaucoup parce que moi, personnellement, j'ai toujours, être bien au travail, on passe tellement de temps que pour moi, c'est vachement important. Et je me suis aperçue que je m'arrangeais toujours pour essayer, moi, d'être bien au travail. Donc, voilà. Soit, en changeant des choses à l'intérieur. Je savais pas que j'étais une sorte déjà d'intrapreneur, hein, de toute façon. Et soit quand ça pouvait plus, je changeais, j'allais ailleurs. Voilà. Et j'essayais de reconstruire avec, voilà. Donc ça, moi, ça m'interpellait. Puis en parallèle, j'accompagnais des jeunes en insertion, mais j'ai aussi fait partie d'une asso. Je te dis ça, pardon de ça, parce que ça t'intéresse aussi sur le point, je pense, aussi éducation des plus jeunes. J'avais une collègue qui était, elle, une décrocheuse scolaire, une amie, qui était une ancienne décrocheuse scolaire, qui avait, elle, voilà, vraiment, elle a fait du décrochage scolaire, raté ses études, puis en fait, parce que elle est circassienne, elle était circassienne après, elle a super réussi, elle a monté, voilà, elle a travaillé en intermittente du spectacle dans le cirque, elle a réussi tout un tas de choses, puis on s'était retrouvés ensemble dans différentes choses qu'on faisait, hein, je fais du bénévolat, des choses comme ça, et quand elle a eu l'idée de monter, en fait, une asso pour aider les décrocheurs scolaires, justement. Voilà. Mais en les aidant, justement, à faire tout ce que l'école ne faisait pas trop, c'est-à-dire leur redonner l'estime de soi. Parce qu'elle était persuadée que c'est pas parce qu'on rate à l'école qu'on va rater sa vie, puisque c'était son cas. Voilà. Oui. Moi, c'était pas mon cas. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai toujours adoré l'école, et parce que ça c'est plus rare chez les filles, il paraît, mais moi j'adorais les maths, j'adorais la littérature, j'étais super bonne en maths, les maths c'était un jeu, donc moi je m'amusais déjà à l'école. J'ai toujours adoré apprendre, adoré l'école, voilà, ça n'a pour moi jamais eu, voilà, ça c'était. Mais elle avait cette expérience-là, donc c'était elle la porteuse du truc, c'était normal. Et on était plusieurs, on était je sais pas combien on était, une dizaine. Et elle a décidé de réunir des disciplines différentes pour que on puisse aider ces décrocheurs scolaires à retrouver l'estime de soi à travers autre chose qu'une matière scolaire, tu vois, par rapport à son. Donc elle faisait le cirque, tout ce qui était plutôt jonglage, équilibre, clown et compagnie. Elle avait un collègue qui faisait les échasses, voilà, d'autres choses. On avait des musiciens, on avait des percussionnistes, on avait quelqu'un dans les arts martiaux, on avait qu'est-ce qu'on avait encore, des chanteurs, voilà, le dessin, et puis moi c'était l'écriture, parce que moi depuis toute petite j'écris de la poésie, des petits livres, des contes, donc voilà, mon côté artiste c'est vraiment par l'écriture. Et donc ces jeunes on a réussi à organiser des stages avec l'éducation nationale, voilà, ils venaient dans nos ateliers et puis ils passaient partout et puis ils réussissaient toujours par être bons dans un des domaines, tu vois, voilà. Mais bon, du coup, en creusant ce côté école, voilà, eh bien moi je me suis aperçue qu'il y avait un énorme mal-être à l'école. Le mal-être à l'école est des élèves. Et puis en même temps, eh bien, on avait mis dans notre asso, on avait 2-3 profs, tu vois, qui sont un peu qui étaient déjà bien en accord avec ces notions-là. Et ils étaient dans le mal-être aussi, hein, de toute façon. Parce que, voilà. Donc, je suis arrivée avec ma préoccupation et je voyais, si tu veux, le mal-être à l'école d'un côté, le mal-être au travail d'un autre. Et je m'étais dit, mais je voyais un parallèle, quoi. Surtout que dans le mal-être au travail, moi, je voyais plein de gens de plein de domaines différents, de plein de métiers différents, de plein de choses différentes. Et en fait, ils me disaient tous, ouais, mais c'est normal parce que, je sais pas, on va dire, dans la grande distribution, c'est comme ci, comme ça. Ouais, mais c'est normal parce que dans l'entreprise machin, c'est comme ci, comme ça. Ils mettaient, en fait, sur le compte de l'extérieur, le milieu, si tu veux. Mais sauf que moi, je voyais le même mal-être partout. Donc, je suis arrivée avec mon sujet de doctorat, qui était
Mais puisqu'il y a du mal-être à l'école et qu'il y a du mal-être en entreprise, est-ce qu'il n'y a pas derrière un problème de savoir-être? Voilà. Je sentais, si tu veux, qu'il y avait quelque chose qui manquait partout et que ce qui manquait, c'était quand même lié à l'humain. Voilà. Alors, je suis allée, on a commencé à travailler. J'en étais à une cohorte d'une douzaine de personnes, mais chacun son sujet. J'étais la seule à avoir, bien sûr, le sujet du bonheur. Et puis après, ce doctorat, il nous a demandé on avait un cours de mois intensif au Québec, chaque année, pendant les 4 ans. Ça, c'était génial, parce que, voilà, québécois et tout ça. La première fois qu'on va au Québec, ça se passe souvent comme ça, on a des cours de méthodo, mais on a aussi beaucoup de témoignages de chercheurs. Tu vois, c'est le côté intéressant. Et puis, donc, le chercheur, qui nous parle et il dit, un doctorat, c'est beaucoup, beaucoup de motivation, c'est intense, c'est la persévérance, il y a énormément d'abandon, aussi bien chez les étudiants que chez les adultes. Si vous ne prenez pas un sujet qui vous tient vraiment à cœur, vous aurez du mal à aller au bout. Voilà. Et alors, du coup, moi, ça m'a fait travailler ce qu'il disait, tu vois. Et puis, je sors donc dans le site de l'université de Sherbrooke, je me balade un peu dans le campus, c'est un super campus, et puis, tu vois, je pose la question, comme si je posais la question un peu à l'univers, là. Alors, c'est quoi vraiment? C'est quoi que je veux savoir? C'est quoi, là? et tout à coup, la réponse, elle m'est venue immédiatement. Peut-on apprendre le bonheur? Voilà. C'est comme ça m'est tombé dessus comme ça. Et puis, je commence à en parler quand je revois mes autres collègues. Je leur ai dit, je crois que j'ai trouvé, moi, tout ça. Puis ils me disent, la première réaction, ils me disent, mais tu t'es trompé de fac, parce que, en fait, on avait un partenariat, donc on était à Sherbrooke, mais notre fac de base, c'est l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest. Bien sûr, là, en sciences de l'éduc, mais à l'Université catholique de l'Ouest, tu as aussi la théologie. Voilà. Et tu t'es trompé de fac, tu aurais dû aller en théologie pour étudier le bonheur. Et alors, je me dis, bon sang, ouais, je me dis, peut-être c'est peut-être pas scientifique, je sais pas, non, c'est vrai qu'on n'en parle pas. J'ai commencé à faire des recherches dans les sciences de l'éduc françaises, pas un mot sur le bonheur, tu trouves rien. Alors, je vais à la bibliothèque de l'université Sherbrooke. Je dis, je vais faire un truc que je fais des fois et que sûrement tu fais aussi. Tu sais, tu as une question et puis tu prends un livre et tu l'ouvres au hasard. Voilà. Alors, je prends un livre, je l'ouvre au hasard et qu'est-ce que je le lis? Le bonheur est scientifique. Voilà. Alors, je me dis, oula, je suis l'idée, là. C'est bon, il faut que ça existe. Et en fin de compte, c'est là que je suis tombée sur, en sciences de l'éducation, en France, il n'y avait rien, on ne s'intéressait pas au bonheur. Par contre, c'est là que j'ai commencé à découvrir, comme psychologie positive, et que il y avait cette discipline-là qui s'appelait la science du bonheur. Voilà, donc, et après, en fait, moi, au début, c'était effectivement, l'éducation du bonheur pour à la fois les enfants et les adultes. Je voulais un peu tout faire. Donc, j'ai très vite, vu le boulot que c'était, ils m'ont tout de suite dit, il faut choisir. Donc, j'ai préféré choisir les adultes parce que c'est en phase avec ce que je fais, avec mon métier à côté. Et puis, en même temps, je voulais vraiment aller assez rapidement sur le bonheur au travail. Mais en fait, il s'avère que quand j'ai commencé à regarder ce qui se faisait sur le bonheur, il y avait plein de définitions du bonheur, si tu veux, même au niveau scientifique. Parce que en science, on cherche pas un truc universel. C'est dans les sciences qu'on appelle entre guillemets les sciences molles, là. C'est-à-dire la psycho, la socio, les sciences de gestion, toutes les sciences humaines, tout ça. C'est pas un truc et puis c'est ça. Il y a des théories qui sont issues du terrain ou qui sont déterminées et qui sont vérifiées au terrain. C'est comme si c'était un micro-référentiel donné, si tu veux. Voilà. Et donc tant que les choses,
ce qu'on doit analyser après, c'est on doit analyser les choses à travers un prisme. Par exemple, je vais donner un petit exemple. La motivation, il y a 100 théories différentes de la motivation pour un concept qui nous paraît, voilà. Et le bonheur, c'était ça. Et donc, du coup, je vais te laisser me reposer une question après, et donc, du coup, j'ai été, une grande partie de ma recherche, elle a constitué à vraiment trouver ce qu'était vraiment, définir ce qu'était vraiment le bonheur à travers cette ribambelle de définitions, parce qu'en fait, les scientifiques, ils n'avaient pas centré leur étude sur le bonheur, la plupart. Ils avaient regardé heureux dans ci, heureux si on peut être heureux dans ça, l'épanouissement ou certaines choses, mais dans quelque chose. Et donc, ils prenaient une théorie et ils l'appliquaient. Et alors moi, mon premier directeur de thèse m'a conseillé de choisir une théorie et d'étudier le bonheur à travers ça. Mais moi, j'ai dit, c'est pas possible. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai dit, celui-là, il définit le bonheur comme le plaisir. Bien-être subjectif. Ça, c'est le concept scientifique. Mais j'ai dit, c'est qu'une partie du bonheur. Moi, je croyais que, à 20 ans, pour moi, le bonheur, c'était le plaisir. Celui-là, il définit le bonheur comme le daemon, là, d'Aristote, c'est le développement de ses potentiels. Ah bah oui, à un autre moment de ma vie, je croyais que le bonheur, c'était ça. Celui-là, il définit le bonheur comme si. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, je pensais comme ça. Tu vois, je voyais qu'en fait, les gens, les scientifiques, c'était issu, si tu veux, les racines, c'est la philosophie. Et comme il y a plein, quand tu étudies la philosophie, tu as plein de manières de définir le bonheur, les scientifiques, ils avaient tout simplement tiré une philosophie, mais au lieu de leur faire d'en rester une idéologie, ils l'avaient prouvé. Ben ouais, mais tu arrives à montrer, tu arrives à des gens qui, évidemment, si tu prends un concept de plaisir, bien-être subjectif, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup d'émotions positives et qui a un degré de satisfaction, ben, tu vas pouvoir utiliser ce marqueur pour vérifier tout un tas de choses et ça marchera. Pour toi, donc voilà. Mais moi, je voyais qu'il y avait quelque chose de plus grand. Donc, pour ça c'était au niveau scientifique. Puis après, j'ai commencé à interroger des gens. En parallèle, j'ai commencé. Et en même temps, toi, t'es venu avec c'était pas très loin à commencer à interroger des gens aussi sur c'est quoi le bonheur pour vous. Et en fait, je me suis aperçue que les gens qui n'avaient pas réfléchi, c'est pas péjoratif, ce que je vais dire, surtout. Mais les gens qui spontanément ne réfléchissaient pas à ce qu'était le bonheur, quand on leur demandait c'est quoi le bonheur pour vous, ils me répondaient, par exemple, j'étais dans une salle, moi c'est mes enfants, moi c'est être dans la nature, moi c'est, donc évidemment, ils me donnaient tous une définition différente. Mais en fait, là, qu'est-ce qu'ils me disaient? Ils me disaient pas c'est quoi ils répondaient bien à la question c'est quoi le bonheur pour vous? Je suis bien d'accord. Mais moi, je voulais savoir c'est quoi le bonheur dans l'absolu. Eux, ils me répondaient, en fait, qu'est-ce qui leur donne du bonheur, finalement? Tu vois? Et ce qui nous donne du bonheur, c'est qu'un aspect du bonheur. Et alors, après, j'ai interrogé, moi, des gens qui, au contraire, avaient, prétendaient, conférenciers en bonheur, formateurs en bonheur, ou avaient écrit des livres. Voilà, il y en a tout un tas. J'en ai choisi quelques-uns. Et quand ils avaient en fait réfléchi, donc conscientisé, donc ils sortaient pas ce qui leur procure du bonheur. Ils sortaient des choses beaucoup plus, les uns sur leur développement des potentiels, sur les autres des histoires de réponse à des besoins, voilà. Et en fait, dans ma tête, tout ça, entre les gens que j'ai interrogés, en même temps, je regardais ce que tu faisais, ça allait dans le même sens. Ceux que tu avais interrogés, ça me donnait de la matière un peu supplémentaire. Je l'ai pas mis dans ma thèse, mais voilà. Et puis, les analyses scientifiques, je me suis dit, ils ont tous un petit morceau de puzzle, en fait. Ils ont tous raison, sauf qu'ils ont tous qu'une partie. Le bonheur, moi, je voulais définir c'est quoi la partie universelle du bonheur. Et donc, je suis arrivée à modéliser le bonheur dans ma tête, finalement. Et j'ai modélisé ce qu'était le bonheur. Ce qui pouvait être le bonheur comme processus universel chez chacun des êtres humains. Mais alors, c'est quoi?
Alors, donc je vais te donner un aperçu avec une définition. Hein. Simplement, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit ce que je vais te dire, je fais un peu du suspense en même temps, hein, c'est normal. On peut le comprendre, mais il s'ouvre, mais au contraire, il peut s'ouvrir encore quelque chose de. On a avancé, mais en même temps, tout reste encore ouvert. C'est-à-dire que comme c'est un processus, eh bien, il y a plein de morceaux du processus. C'est pour ça qu'après, moi, j'ai écrit des livres, parce que tu peux pas expliquer ça en 5 minutes. Si tu veux après apprendre, c'est un peu comme si j'avais, voilà, le mode d'emploi, si tu veux, voilà. J'avais failli écrire le livre, au lieu d'écrire Le bonheur révélé, j'ai failli écrire Le bonheur mode d'emploi. Et ça veut dire qu'en fait, une fois que tu connais le processus, c'est comme si tu avais la carte de lecture. Et puis, tu peux améliorer le processus plein de temps. Okay. Et c'est, voilà. Mais c'est un processus qui reste universel. Alors, voilà, comment j'ai défini le bonheur? J'ai défini le bonheur comme un processus motivationnel, déjà. C'est-à-dire un guide. Le bonheur, c'est un guide qui nous aide à gérer nos ressources pour évoluer spatialement et temporellement dans notre environnement. Wow. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le bonheur est un guide, c'est un processus motivationnel. Ça veut dire que le bonheur, il est déjà là au départ pour te guider. Par exemple, rien que quand tu as un truc qui te plaît, par exemple tu vas faire tu vas retrouver tes amis pour le dîner. Ah, bah rien que déjà l'idée, elle te met déjà en joie, hein, en bonheur, enfin en émotion positive. Donc, c'est ça te donne déjà l'énergie de départ. Donc, le bonheur, il est au début de l'action. Et après, le bonheur, il va guider pour gérer tes ressources. Donc, le but, c'est par exemple faire le dîner avec des amis. Bah, il te faut des ressources. Des ressources, ça peut être, je sais pas, moi, soit c'est toi qui les invites, il faut que tu arrives à préparer le bon dîner. Soit tu dois aller quelque part, il faut que tu trouves le bon endroit. Ouais, ça peut être n'importe quoi, des ressources. Ça peut être du matériel, ça peut être d'autres gens, ça peut être du temps, ça peut être de la connaissance, ça peut être. Là, je définis aussi tout ce que sont les ressources. Et puis, le bonheur, si tu trouves les ressources, eh bien, tu es content. Par exemple, tu as envie de faire le super gâteau, je sais pas quoi, au chocolat. Il y a des abricots frais, génial, tu es content. Donc, le bonheur, il continue à guider. Mais si tu n'as pas les ressources, si par exemple tu voulais pas faire le truc, ben mince, là t'as plus l'énergie positive, c'est une émotion négative qui arrive pour te dire attention, la ressource c'est pas là. Donc il faut se reconnecter au but. Si tu veux continuer à avancer, il faut se reconnecter au but. Et si le but voilà, c'est par exemple, tu voulais faire vraiment ce bon gâteau. Eh ben, tu vas aller chercher ta ressource ailleurs, tu vas changer de magasin, mais si tu continues à te connecter à l'énergie positive du but, parce que si tu t'arrêtes au truc, il n'y a pas, c'est fini, tout s'arrête là, tu vois. Mais le but, ça peut être aussi juste être avec les amis. Et dans ces cas-là, tu t'en fous que tu n'aies pas de gâteau là, tu vas trouver un autre gâteau, tu vas changer de ressource, toujours pour te connecter au but. Et donc le bonheur, il guide au départ. Il t'entraîne vers la production de ressources. Il évalue la production de tes ressources, puis après, il va évaluer ton but. C'est-à-dire, si enfin tu réussis à avoir fait tes gâteaux, à avoir vu tes amis, t'es heureux. Et là, t'as trouvé ton but. Et c'est souvent ce dernier morceau que les gens, ils associent au bonheur, ce qui me procure du bonheur. Alors qu'en fait, c'est juste le bonheur d'évaluateur final. D'accord ? Voilà. Okay. Mais si ton bonheur, c'est la même chose, si c'est de faire rien et de méditer, c'est un but. Il y a toujours un but, tu vois, il y a toujours. Mais, et je précise la deuxième petite chose, donc évoluer, quand je dis évoluer spatialement, c'est une action pour accomplir ses buts, hein, y compris rien faire, c'est un but quand même. Et j'ai mis évoluer temporellement. Parce que la deuxième petite chose qui devient complexifier le tout, c'est qu'en fait, à un moment donné, le bonheur, il va aussi participer à ton évolution, c'est-à-dire à l'évolution de conscience. Okay. Et donc, c'est comme si c'était un processus en 3D multidimensionnel. Voilà.
Ok. Et tu vois, donc du coup, ce que je viens de te résumer, essayer de t'expliquer un petit peu comme ça, c'est quand même assez complexe. Donc il faut, dans mes bouquins, j'explique ça, j'ai du schéma, voilà. Puis une fois que tu as compris tous les morceaux, parce que toi, tu comprends ce que les ressources, le rôle de toutes les émotions, qu'est-ce qu'elles te servent là-dedans et tout ça. Et puis, tes buts, etc., etc. Et après, tu peux, tu vas pouvoir, où tu en es, essayer de voir ce qui va pas, ce qui va ou ce qui va pas. Et ce processus que je viens de te parler, c'est quand tous les rouages marchent bien. C'est-à-dire, c'est le fonctionnement normal du bonheur. Et ce qui vient ensuite en problème, c'est que comme on n'a pas fonctionné comme ça, tu as plein de choses rouillées. Avant de réussir à optimiser ce processus qui est du bonheur, il y a des fois, il faut aussi pouvoir identifier tous les blocages. Et des fois, les blocages, ça peut être des conditionnements, ça peut être des blessures, ça peut être tout un tas de trucs. Voilà. Mais en tout cas, grâce à ce modèle que j'ai mis en évidence dans la tête, après que je n'arrête pas de faire vivre, maintenant, par exemple, quand il y a quelqu'un qui me parle, je sais où il est, je sais où il se situe dans sur la carte, tu vois. Voilà. Je vois. Donc, si je comprends bien, dans le livre que tu as écrit, on peut retrouver justement comme des exercices qui peuvent nous permettre. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. J'explique le cheminement du modèle. J'invite les gens à chaque fois, si tu veux, c'est pour ça que j'ai écrit science, conscience, et à chaque fois il y a des morceaux d'analyse scientifique qui m'ont permis d'aboutir à ça, mais il y a aussi ma propre prise de conscience. Donc comme moi j'avais pris conscience que là ça se passe comme ça, là non c'est plutôt comme ça, là c'est plutôt comme ça, et à chaque moment j'invite les gens aussi à faire des prises de conscience et je leur pose des questions dans le livre pour qu'ils conscientisent au fur et à mesure ce que je dis, qu'à la fois dans le mental, à la fois dans le reste, dans la partie émotionnelle. Et après, quand ils ont un peu compris, commencé à intégrer ça, là, il y a des exercices, il y a des choses qui peuvent être classiques qu'on peut retrouver ailleurs. Par exemple, à un moment donné, les émotions positives, par exemple, tu peux les émotions positives, c'est fondamental puisqu'on a compris scientifiquement que, voilà, on savait par exemple que le bonheur, quand on réussissait quelque chose, ça donnait du bonheur, mais ce qu'on a mis en évidence, c'est que les gens heureux réussissent. Donc ça fait bien partie du processus que j'ai dit. Donc ça veut dire que pour avoir ton pool d'émotions positives, il faut te les renforcer, tes émotions positives. Mais il ne s'agit pas de dire méthode quiz, je vais bien, tout va bien. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est renforcer le positif par tous les moyens, mais c'est aussi aller regarder le côté rouillé du négatif. C'est pour ça que dans mon livre sur le bonheur révélé, il y a un chapitre qui s'intitule le bonheur, B-O-N, plus loin, H-E-U-R-T. Parce que des fois, le fait, quand on voit le travail qui peut être fait sur les émotions négatives, le stress ou certaines blessures du passé et compagnie, c'est comme si on avait bloqué des rouages. Et si tu ne vas pas débloquer ces rouages-là, tu ne feras pas accéder au processus normal, c'est-à-dire au bonheur qui te guide vraiment vers le reste, tu vois. Mais alors, pour éviter d'avoir des rouages, on pourrait nous accompagner le plus tôt possible à l'école. Ben oui, tout à fait, bien sûr. Si on apprend ce processus le plus tôt possible, eh bien, on va pouvoir avoir plus d'autonomie. Et donc, moi, quand j'interviens auprès des adultes, je leur apprends comment ça fonctionne en eux pour qu'ils deviennent autonomes par rapport à ça, justement. Et alors, moi, j'aime bien, pourquoi mon public a toujours été les adultes, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, parce que peut-être on m'a repéré comme ça au début, puis ça a bien marché et que moi j'avais une attirance, mais après je m'appuie beaucoup sur les expériences aussi, sur la propre expérience. Et chez les adultes, l'avantage, c'est qu'ils ont beaucoup d'expériences sur lesquelles on peut s'appuyer pour les faire avancer. Voilà. Par contre, l'inconvénient, c'est que des fois, ils sont trop, justement, il y a trop de couches. Voilà. Tandis que, bien entendu, qu'on peut tout à fait faire ça auprès des enfants. Alors, on a une autre chercheuse qui travaille là-dessus, qui s'appelle, peut-être tu as déjà vu son nom, qui s'appelle Yona Boniwell,
qui elle fait aussi des choses sur le bonheur au travail. Hein. On a un peu échangé, mais au début, elle est pas mal intervenue auprès des enfants. On peut leur apprendre le processus, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai des choses simples, hein, pourquoi j'ai une émotion négative, qu'est-ce qu'elle veut dire en moi, et du coup, pour pas se laisser entraîner par cette émotion négative qui va dicter directement notre comportement. Voilà. Alors qu'en fait, tout simplement, il faut écouter le message, quoi, c'est tout. Bien sûr. Est-ce que tu crois qu'on peut avoir des feedbacks, par exemple, d'enfants qui seraient passés par ce processus-là et qui sont maintenant adultes, pour voir en fait si, tu vois, s'il y a vraiment une différence? Alors, il y a des petits morceaux, parce que j'ai regardé, il y a des petits morceaux, par petits morceaux, oui. Par exemple, pour se rapprocher des choses un peu connues, l'éducation Montessori, voilà. Et là, elle avait déjà vu ça, parce qu'elle avait déjà une partie de ça. Alors, l'optimisation du processus bonheur, tel que je l'explique, moi, à un moment donné, je t'en avais parlé quand on s'était vu, j'avais parlé du bonheur flow, qui est un pan du bonheur, c'est-à-dire que quand on est tellement bien avec cette activité, qu'on a l'impression que le temps passe vite, voilà, même si la tâche est difficile, on est tellement dedans, que voilà, le temps passe vite, il nous tarde la prochaine fois qu'on va refaire cette activité. Quand on l'a fini, on est super content et voilà, bon, ça c'est juste vraiment un micro-aperçu. Et en fait, Maria Montessori, elle avait déjà vu les prémices du flow, parce elle parle d'utiliser l'élan naturel créatif de l'enfant. Donc, par exemple, quand un enfant, il va apprendre. Voilà la théorie du flow. Elle explique aussi bien comment un adulte est naturellement heureux et performant au travail, mais elle explique exactement, c'est la même théorie qui explique comment l'enfant apprend naturellement par le jeu. Voilà. C'est pour ça que je te parlais, moi, tout à l'heure, pour moi, les mathématiques étaient un jeu quand j'étais enfant. Ouais, tu peux faire des choses super difficiles si tu crois que c'est un jeu. Et c'est un jeu parce que ça peut être amené par l'environnement extérieur, ou ça peut être un jeu parce que pour toi, tu le vois comme un jeu. Tu vois, il y a toujours cet aspect interaction individu et humain. Donc, tu mets, par exemple, les enfants, tu leur laisses plein de choses et tu leur dis, il faut apprendre, tu leur donnes des objectifs, apprendre à compter, ils vont apprendre à compter avec ce qui les attire. Et pas en restant assis, pardon, je t'ai tapé sur la table, et pas en restant assis toute la journée sur une chaise à manier des concepts intellectuels qui vont parler à certains cerveaux et pas du tout à d'autres. Bien sûr. Voilà. Et donc, effectivement, on se rend compte que alors, soit ceux qui ont passé cette éducation-là, soit des personnes comme moi, en fait, qui ont eu un certain degré de liberté. Moi, je suis la dernière de 5 enfants. Et donc, du coup, l'éducation, il y a 15 ans d'écart entre... voilà. Et moi, quand je rediscute avec mes frères et sœurs plus âgés, j'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus libre. Je n'avais plus les contraintes, tu sais, là, qu'on peut avoir, parce que voilà, ils avaient essuyé, je pense, tout ça. Et comme j'avais aussi la chance d'avoir certaines facilités, j'étais bonne à l'école, du coup, voilà, j'ai très vite, comme mes parents, eux, n'ont malheureusement pas fait d'études, je suis d'un milieu, je viens d'un milieu ouvrier, mes parents n'ont pas fait d'études, ma mère, ses parents n'avaient pas d'argent, voilà, donc très vite, ils pouvaient plus m'accompagner de toute façon dans ces cas-là, et donc cette liberté que j'ai eue peut-être a fait qu'on me laissait naturellement aller, ce qui me plaisait, on me laissait le faire, tu vois, donc moi naturellement ce côté plaisir, élan, bonheur, plaisir, faire un truc, je vais le faire. Eh bien, je pense que je l'ai eu aussi plus que l'autre enfant. Et le chercheur qui a étudié le flow, qui s'appelle, il a un nom à coucher dehors, Mihai Csikszentmihalyi, il s'est rendu compte de ça. Il le dit, lui, il a étudié ça spécifiquement. C'est-à-dire que soit il s'aperçoit que en fait, les gens qui accèdent plus facilement au bonheur dans leur activité, parce que pour lui, peu importe que l'activité soit rémunérée ou non rémunérée. Quand on est heureux dans une activité, voilà. Si on a la chance en plus d'être rémunéré, ouais, on a la chance, on a le jackpot, mais voilà, dans ce qu'on fait. Mais c'est la même chose, si tu veux, quand tu expliques ça
qu'on soit rémunéré ou pas rémunéré, il se passe le même processus, eh bien, c'est soit effectivement des enfants qui ont une éducation plus particulière, soit des enfants qui ont reçu ou accédé ou peut-être par eux-mêmes, voilà, plus de liberté, plus de liberté, plus de créativité, on leur a laissé beaucoup plus leur créativité s'exprimer, leur liberté, ce qui ne veut pas dire pas de discipline, ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr. Voilà, on est bien d'accord. Voilà. En fait, au final, est-ce que c'est pas aussi plus de confiance au final? Oui, ben oui. Moi, je sais que c'est vrai que quand je regarde un petit peu, tu vois, l'enfance que j'ai eue, et si je regarde d'autres personnes que j'ai accompagnées, entre ceux qui accèdent plus facilement au bonheur et d'autres moins, ouais, il y a quand même quelque chose sur la confiance, et donc juste avant, l'estime de soi. Ah oui, tu vois, c'est pour ça que je refais le lien avec ce que j'expliquais sur ce qu'on a fait avec les jeunes décrocheurs scolaires. C'était vraiment, et ça, c'était avant le doctorat, donc c'était déjà intuitivement, et ça s'est reconfirmé après avec les recherches que j'ai faites. L'estime de soi, c'est fondamental, voilà. C'est clair. Oui, mais oui. Et pour les adultes justement que tu formes, en plus, si j'ai bien compris, les adultes que tu formes, ils sont dans un cadre qui est un peu rigide. Oui. Ouais. Et alors du coup, là où je les forme le plus, c'est... Raison, tu n'as peut-être pas fini ta question, si que j'allais répondre. Oui, en fait, la question qui me venait à l'esprit, c'est comme c'est un cadre qui est très rigide. Donc moi, ça me laisse sous-entendre que pour arriver à ce type de poste, ils ont une certaine forme de conditionnement par leurs études, peut-être par leur propre histoire, etc. Donc ils arrivent déjà un peu avec des idées, on va dire avec un conditionnement synthétisé. Ouais. Et après, ils sont encore dans un cadre qui est quand même extrêmement rigide, et qui me semble rigide, en tout cas d'un point de vue extérieur, et qui me semble pas ouvert, tu vois, sur notamment les discussions là qu'on pourrait avoir. Donc du coup, toi, tu viens les chambouler un petit peu là avec tes discours. Oui, mais oui et non. C'est-à-dire que, alors, du point de vue de l'institution, qui est la fonction publique territoriale, moi, je rentre dans leur cadre, ils sont venus me chercher, et certes après ça s'est développé, sur ce qu'on appelle des formations catalogues. Donc par exemple, les exemples de formations que je fais, c'est les techniques de créativité pour manager, pour innover. Au départ, le but c'est techniques de créativité pour innover. Et bien dans ces formations-là, parce que moi j'ai des objectifs, si tu veux, après j'ai carte blanche sur ce que je fais. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces formations-là? Oui, je leur apprends des techniques de créativité qu'ils vont devoir refaire avec leurs collaborateurs. Par exemple, les post-it, tu vois, les brainstorming, tu vois, pour donner un peu de concret, pouvoir réfléchir comme ça. Mais avant de leur faire ça, je les mets, toute la première journée, je les immerge à comprendre comment fonctionne la créativité en eux. Et donc, je leur donne plein de petits exercices qui vont naviguer entre le bonheur et des choses. On va aller sur le bonheur aussi, hein, mais pour comprendre comment les émotions positives vont favoriser ça, comment la créativité fonctionne. Et donc je leur dis pas, par exemple, la théorie tout de suite. Je leur dis voilà, quand est-ce que vous avez des idées, par exemple. Puis ils vont me dire je leur dis en voiture, j'ai des idées sous la douche, j'ai des idées là. Puis je dis mais comment ça se fait que vous n'avez pas des idées au travail? C'est pourtant là qu'il vous en faut des idées. Alors on n'a pas des idées. Mais comment ça se fait? Alors et là je peux leur expliquer qu'il y a l'histoire de cerveau droit et de cerveau gauche. Donc en fait, tant qu'on est dans son mental, dans sa réflexion, dans sa logique, on ne peut pas avoir des idées, c'est pas possible, c'est pas la partie du cerveau elle est bloquée. Donc si on veut libérer sa créativité, c'est eux qui viennent de me le prouver. Donc ils le voient, ils viennent de le dire, ils viennent de le mettre en évidence. Et donc du coup après, je leur donne des techniques pour développer cette créativité. Tu vois, ça c'est un petit exemple. C'est comme ça que je fonctionne toujours. Je mets les gens en position de se rendre compte eux-mêmes de ce qui se passe en eux. Et quand je fais des ateliers sur le bonheur, sur d'autres choses, je fais ça. Et donc après, ils le voient bien. Puis Puis après, on leur donne la théorie éventuellement, hein, le concept, la théorie, comment ça marche, on leur explique comment ça marche.
Puis après, on va leur permettre de mettre ça en application. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel, l'apprentissage de Kolb en termes techniques. Et cet apprentissage-là, malheureusement, est peu utilisé dans l'éducation. Nous, dans l'éducation, on est sur l'apprentissage constructiviste, c'est-à-dire l'intérêt est porté au processus de pensée uniquement. Donc, on considère que voilà, tout passe par le mental. Donc, forcément, ce que tu disais tout à l'heure, on reconditionne le mental encore plus. Voilà, on est dans le mental, et puis les mots qui se mêlent par là, alors qu'il faut aller. Alors, il y a tout un tas d'autres choses, toutes les théories de l'apprentissage. Il y a des spécificités liées aux adultes. D'ailleurs, on appelle ça non plus la pédagogie parfois, mais l'andragogie. Mais n'empêche que on peut tout commencer plus tôt. On peut commencer plutôt faire des expériences aux enfants. Ben, tu peux. Moi, les adultes, souvent, je m'appuie des fois sur leurs expériences. Par exemple, quand je vais faire une formation sur la gestion du stress, eh ben, je vais leur demander de me raconter précisément comment ça se passe quand ils stressent et qu'est-ce qui les amène à stresser. Puis petit à petit, s'ils racontent toute leur expérience de stress, ils vont eux-mêmes faire les liens, ils vont comprendre, ils vont remettre, ils vont dire ah ben ouais c'est là, et ils vont comprendre le processus. Mais soit on s'appuie, c'est là, moi je m'appuie beaucoup sur les expériences, ou alors je les recrée. Mais pour les enfants, on peut les créer. On peut faire du jeu de rôle, on peut faire plein de choses en fait intéressantes pour apprendre tout ça. Voilà. Attention à la table. Oui, pardon. Bah oui, tu prêches à convaincu. Moi, en tout cas, ça fait un moment que je suis convaincu. Et d'ailleurs, c'est bien que tu le soulignes, c'est que c'est vraiment par l'expérience qu'on apprend le mieux, qu'on soit des enfants ou qu'on soit des adultes. Il faut vraiment vivre les choses, en fait, pour les assimiler peut-être 10 fois plus vite que si on les rentre uniquement dans le cerveau. Après, moi, j'avais une autre question. C'était toujours lié à cette partie adulte. Sur un échantillonnage, imaginons, tu as formé plus d'une centaine d'adultes. Ouais. Sur ces 100 adultes, est-ce que tu arrives à mesurer si l'impact justement a été positif pour eux, s'il y a eu des changements après derrière puis qui durent après dans le temps? Oui. Quoi. Alors oui, parce que j'ai la chance en fait, là dans les adultes que je suis le plus, c'est donc les cadres des collectivités territoriales, et en fait j'ai la chance que par exemple dans le module de créativité, eh bien j'ai un module 1 et un module 2. Et donc du coup très souvent je revois les gens. Soit ils refont par exemple le module 2 dans l'année, mais le mieux je leur conseille de le faire 1 an ou 2 ans plus tard, voilà. Et donc je peux voir ce qu'ils ont vraiment mis en place, la manière dont ils ont évolué, et voilà. Donc je le vois vraiment. Dans les formations par exemple gestion du stress ou gestion des relations ou d'autres, c'est souvent des modules 2+1, c'est-à-dire j'ai 2 jours, puis je les revois 1 ou 2 mois après. Et donc forcément voilà. Donc dès qu'on est sur les processus de prise de conscience, c'est comme si on avait éclairé la pièce. Donc, quand on le sait, on ne peut plus ne plus savoir. Voilà. Par contre, il y a toujours des petits déclics qui se font. Par contre, ce que je peux dire, c'est que suivant là où ils en sont, des fois c'est pas on a l'impression qu'il s'est pas passé grand-chose pour certains. Mais pourtant, c'est déjà pas mal pour eux. Par exemple, je sais pas, moi, t'as un manager, il fait rien d'autre que du descendant. Il n'interroge jamais ses collaborateurs. Et là, il va, ce qui pourrait pas paraître du b.a.-ba pour d'autres personnes, ça y est, grâce à la formation, il va se mettre au moins à demander l'avis du formateur. Voilà. Si tu veux, j'ai des gens, par exemple, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que moi les gens ils choisissent quand même cette formation, hein. Donc alors il y a quand même de temps en temps, il y en a moins maintenant, mais au début il y avait quand même des gens qui voilà, faire un nombre minimum, mais voilà où on va là où je pourrais jamais mettre ça en place, voilà. Par exemple, ne serait-ce que interroger ses collaborateurs avec en comprenant vraiment ce qu'on fait derrière quand on fait un post-it, hein, pas juste sortir ce post-it et voilà. Il y en a qui faisaient déjà ça, qui voulaient aller beaucoup plus loin, donc ils comprennent toutes les coulisses et ils arrivent à leur niveau, à leur échelle, à aller vers des techniques beaucoup plus humanistes dans leur management, et donc du coup générateurs de bonheur, plus de bonheur au travail. Et il y en a d'autres qui sont encore à se dire, moi si je sors un post-it avec mes collaborateurs, ils vont me prendre pour un fou.
Voilà. Et puis par contre, moi, tu vois, les choses, comme tu disais tout à l'heure, les choses qu'on peut se dire, est-ce qu'on les dit pas dans un cadre rigide? Ben moi, j'ai été bluffée. Au début, j'ai eu mes propres freins. C'est-à-dire que je dis, ce qui serait super bien, c'est que je leur fasse de la pleine conscience. Que moi, je me dis, bah non, c'est n'importe quoi, c'est des cadres, la fonction publique, tu vas quand même pas, voilà. Et donc, je l'ai pas fait. Puis, je me suis dit, merde, j'aurais dû, parce que voilà, là, ils sont plus concentrés, ils sont pas ci, ils sont pas ça. Quand j'ai levé mes propres freins à moi, c'était que mes freins à moi, et que j'ai dit tout simplement que j'allais leur faire un exercice, le midi, pendant un quart d'heure, et que ceux qui voulaient, le lendemain, ils reviendraient, mais ils en ont tous redemandé le lendemain, tu vois. Donc, grâce à ces expériences que je vis moi aussi en parallèle et en permanence, mais je peux les aider à lever leurs propres freins et à leur montrer que si tu crois qu'on va te prendre pour un fou en faisant déjà un petit truc comme ça, c'est que toi qui penses, c'est à toi d'évoluer, de prendre conscience et de dépasser un petit peu tes freins. Donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure dans ce cadre rigide, finalement, c'est ça qui m'attire le plus, moi, maintenant. C'est que, justement, c'est de faire évoluer ces grosses structures, c'est là où on n'y va pas trop, justement, d'être une de celles qui peuvent faire évoluer, parce que de temps en temps, il se passe quand même des super trucs, et il y a des gens qui changent du jour au lendemain, et qui réussissent à faire passer des super trucs voilà, pour eux-mêmes ou avec leurs collaborateurs, et qui osent entreprendre des choses, et qui osent parler à leur manager différemment, ou qui osent faire des choses avec leurs collaborateurs différemment, et ça, je le vois, quoi. Après, te dire la proportion, là, j'ai pas fait d'études scientifiques pour ça, donc je sais que, voilà, et je sais que des fois, c'est immédiat pour certains, parce qu'ils ont déjà fait d'autres choses aussi. Et puis pour d'autres, c'est des petites graines semées, puis parce qu'ils vont voir d'autres trucs, voilà. Mais des fois, plus j'ose, plus ils osent. Et des fois, il y en a qui vont me parler de trucs même ésotériques, alors que moi, je leur ai pas parlé de trucs ésotériques, mais comme ils voient que je vais déjà quelque part, donc ils y vont aussi, tu vois, j'adore moi, parce que tu vois, on est une quinzaine, c'est des petits, c'est un bon nom, le bon nombre, il se passe plein de choses. Et moi, je forme à peu près 500 cadres par an depuis 3-4 ans quand même, hein. C'est énorme. Ouais. Donc, comme ça, voilà. Et c'est bien, parce que tu le disais au tout début de notre échange, et je pense exactement la même chose. Pour moi, il y a vraiment deux leviers, on va dire, importants dans notre société. C'est l'école et le monde de l'entreprise. Tu vois, si on doit apporter du bonheur, si on doit essayer de faire changer un peu les mentalités pour déconditionner un peu tout le monde, à essayer de porter un peu un regard différent sur beaucoup de choses, je crois qu'il faut vraiment qu'on mette beaucoup d'énergie dans notre système éducatif et dans le monde de l'entreprise. Il y a du boulot et on va pas il faut qu'on soit beaucoup pour faire évoluer tout ça. Voilà. Alors, tu vois, c'était déjà pratiquement une heure. Alors, comment j'aurais pu avoir 36 millions d'autres choses à dire aussi. Comment on fait pour les gens qui veulent te contacter? Ils font comment pour te contacter? Alors, donc moi j'ai un site qui s'appelle www.bonheur-in.fr. Voilà. Parce que j'avoue que c'est vrai que Facebook, j'y vais. J'y mets pas beaucoup d'infos professionnelles, j'y vais moins. Donc sur mon site, alors peut-être on pourra mettre les liens. Comme je disais, j'invite aussi ceux qui veulent en savoir plus. Voilà, donc j'ai mes livres, mais j'ai aussi le magazine qui est gratuit, Happyologie, où j'ai remis les 3 anciens numéros que j'avais commencé sur le site. Donc on mettra le lien si tu veux bien, puisque là c'est une page Facebook, Happyologie Mag. Et puis là je vais diffuser d'autres choses. Donc sur mon site il y a mon contact. Voilà, donc moi ça avec plaisir. Et puis s'il y a des questions qui sont posées, dans les jours qui viennent, on pourra regarder un petit peu ça. Voilà. Ça va. Et s'il y a des personnes qui veulent t'aider? Ouais, qui veulent m'aider. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? S'ils veulent, pourquoi pas, s'il y en a qui, quand il y a des gens qui voient le magazine, par exemple, Happyologie, en fait, avant Happyologie, j'avais d'abord commencé un autre magazine qui s'appelait La Porte-Joie. Et on était plusieurs à écrire, c'était quand j'étais en Bretagne. Et c'était sympa aussi. Okay. Puis après, voilà, on a fait d'autres choses. Puis moi, j'ai créé celui-là. Et s'il y en a qui veulent, par exemple, contribuer
à alimenter le magazine quand ils verront ce que c'est, à faire des petits articles, voilà, et puis après le diffuser, parce que c'est vrai que plus on diffusera d'infos vulgarisées partout, mieux c'est. Ça peut être bien. Même quand je faisais la porte-voix, je mettais des témoignages. Parce que comme je t'expliquais en préambule, avant qu'on ait l'interview publique, il y a plein de gens qui font des vidéos. Mais moi, je suis vraiment, ma passion, c'est l'écriture. Donc, j'aime aussi beaucoup la vidéo, mais j'aime beaucoup le rapport à l'écrit. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui aiment encore lire. Et je pense aussi, même au-delà de ça, il faut aussi continuer à encourager la lecture. Parce que cognitivement, il se passe des choses différentes dans la vidéo et dans la lecture et dans l'écriture. Donc, il ne faut pas abandonner le canal de l'écriture et du livre sous prétexte que voilà qu'on a tout ça. Et pour nos enfants aussi, c'est important. Voilà. Tout à fait. Donc voilà. Et puis je sais pas, moi, il peut se naître autre chose. Si quelqu'un me dit tiens, on pourrait faire des choses, pourquoi pas. Des fois c'est simplement. J'ai déjà fait des trucs avec des gens parce qu'on s'est rencontrés, et puis tout à coup il y a une opportunité, et puis on a fait des trucs ensemble aussi. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci à toi, Julia. Avec grand plaisir. Passe une belle soirée et je te dis à tout bientôt. Voilà, à bientôt et au revoir à tous. Merci. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»